Alors bonjour, on va parler d'ATP. Alors l'ATP, c'est ce qu'on appelle de l'adénosine triphosphate. Donc, comme son nom l'indique, dedans il y a donc une adénosine qui est formée donc d'un pentose, et ce pentose est relié à une base azotée qu'on appelle l'adénine par une liaison N-osidique. Donc ce pentose, ce ribose et cette adénine forment l'adénosine. Et sur cette adénosine, sur le carbone, numéro 4 de ribose, eh bien, il est possible de fixer comme ça jusqu'à 3 groupements phosphates. Et ces groupements phosphates sont reliés les uns aux autres par des liaisons qu'on appelle des liaisons phosphoanhydrides. Alors à quoi sert l'ATP? Donc on l'a dit que c'était donc finalement la source énergétique des cellules. Mais globalement, on peut considérer que les cellules vont faire de la biosynthèse de macromolécules. C'est ce qu'on appelle de l'anabolisme. Les cellules vont réaliser des transports, donc des transports d'ions ou de métabolites, donc au travers d'une membrane plasmique, et pour ça, ça consomme de l'ATP. Et puis, il va y avoir évidemment l'énergie mécanique, c'est-à-dire que tous les organites qui circulent dans la cellule consomment de l'énergie, mais les cellules peuvent elles-mêmes se déplacer, d'accord? Donc, lors d'une contraction musculaire par exemple, ou lors de la diapédèse par exemple de cellules, eh bien tout ça consomme de l'énergie sous la forme d'ATP. Alors globalement finalement l'ATP présente 3 liaisons phosphodiester, dont 2 qui sont potentiellement énergétiques, mais la plupart du temps c'est la 3e liaison qui est coupée. Et la coupure de cette liaison libère de l'énergie qui sera directement utilisable par la cellule. Alors, en effet, si on prend ici donc une représentation de la molécule d'ATP, eh bien on peut faire une hydrolyse. Donc, qui dit hydrolyse dit consommation d'eau. Donc, on peut couper la dernière liaison donc phosphate et libérer donc un ion phosphate. Et cette coupure produit moins 31 kJ par mol. Donc la variation d'enthalpie libre est de moins 31 kJ par mol. Donc c'est une réaction qui est particulièrement exergonique, donc très favorable. Alors, inversement, la réaction peut être inversée, c'est-à-dire qu'à partir d'ADP, adénosine diphosphate, eh bien je peux éventuellement reformer donc de l'ATP. Et cette phosphorylation de l'ADP eh bien, est une réaction qui présente une variation d'enthalpie libre de plus 31 kJ par mol. Alors on peut constater qu'ici la réaction est totalement endergonique, donc très peu favorable. On peut constater également que cette variation d'enthalpie libre est à l'opposé de la valeur de celle de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui est assez normal puisque nous avons vu que 2 réactions qui sont inverses, on présente des variations d'enthalpie libre qui sont inverses. Alors en fait, je vous ai dit que finalement l'ATP avait un rôle central. Alors pourquoi? Il présente une variation d'enthalpie libre de moins 31 kJ par mol. Donc c'est une molécule qui, lorsqu'elle est hydrolysée, libère quand même une grande quantité d'énergie. Mais quand on regarde ce tableau, on constate qu'il y a d'autres molécules qui sont beaucoup plus énergétiques. Donc pourquoi pas utiliser ces molécules beaucoup plus énergétiques comme représentant finalement de la source énergétique? Mais tout simplement parce que l'ATP doit être évidemment consommé pour libérer l'énergie, mais il doit être également régénéré. Et pour être régénéré, il faut nécessairement qu'il y ait des réactions, des molécules qui soient plus énergétiques que cet ATP. C'est le cas par exemple de l'hydrolyse du phosphoénol pyruvate, c'est le cas de la phosphocréatine par exemple. Alors, l'ATP, donc, comme je vous l'ai dit, doit être renouvelé en permanence par des phénomènes, la plupart du temps, d'oxydation. Ça fera l'objet donc d'autres capsules, les phénomènes d'oxydoréduction. Voilà, bon courage.